Je vais passer la parole au professeur Françoise Laroche, donc, qui est responsable du centre de la douleur et des soins palliatifs à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Donc Françoise, tu vas nous soulager, voilà, en nous parlant de la prise en charge de la douleur et en particulier voilà, de la fibromyalgie. Tout à fait. C'est à toi. Alors, la fibromyalgie, il y a régulièrement des nouveautés, mais je voulais faire un petit rappel pour commencer, pour nous rappeler qu'il s'agit de la première pathologie comportant des douleurs chroniques diffuses. 1,6% de la population, c'est important. Il ne faut pas oublier d'aller chercher les autres symptômes fonctionnels associés. Nous avons maintenant un questionnaire de dépistage en 6 questions qui peut être fait en médecine générale très rapidement, c'est un auto-questionnaire, et un diagnostic avec des critères ACR 2010. Alors, il faut arrêter de dire que c'est un diagnostic d'exclusion, c'est une vraie maladie de la sensibilisation du cerveau central et périphérique, ce n'est pas non plus une dépression. Donc la fibromyalgie, ce n'est pas un fourre-tout, il faut suivre ces critères. Il faut savoir qu'il y a aussi des comorbidités importantes et on en parlera tout à l'heure. Alors juste pour rappel, les critères de diagnostic de l'ACR 2010 donc, doivent être bien sûr utilisés chez des patients qui ont des douleurs chroniques diffuses, bien sûr. Les points douloureux recherchés à l'examen clinique ne sont plus le gold standard, on va dire. En revanche, le report par les patients de ces zones douloureuses, c'est plus des zones que des points, va permettre de faire un compte qui va être de 0 à 19. S'associe à ce compte de zones douloureuses un score de sévérité. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que les rhumatologues, par exemple, ne pensent pas toujours à poser la question aux patients de savoir s'ils ont des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémorisation, s'ils ont une fatigue et ou un réveil non reposé. Donc, il faut vraiment en tenir compte, sachant que moi, quand j'évalue mes patients, souvent la fatigue est plus importante que la douleur si on fait une échelle numérique par exemple. Donc ce score de sévérité va aller de 0 à 12. Et grâce à ces deux scores combinés, on va pouvoir avoir un diagnostic de fibromyalgie et des éléments de sévérité. Donc ça, c'était pour le rappel. Maintenant, je voulais vous parler d'une enquête que nous avons faite en France et qui a été prise en communication orale à l'EULAR, donc c'est intéressant. C'est une enquête qui nous a été permise par l'association Fibromyalgie SOS via Internet, où 4516 patients ont répondu en déclaratif. Donc il y avait 103 questions, ce qui était vraiment un questionnaire très long, et d'ailleurs les patients pouvaient le faire en plusieurs temps. Et pour les détracteurs éventuellement de ces enquêtes, je pense que c'est très dissuasif si on n'a pas de fibromyalgie de s'amuser à remplir ces 103 questions. Alors les objectifs, ils étaient épidémiologiques, d'avoir des données épidémiologiques françaises sur la fibromyalgie et de voir si on pouvait éventuellement définir des groupes de sévérité. Alors, sans étonnement, bien sûr, c'est surtout des femmes d'environ 48 ans, dont le questionnaire d'impact de la fibromyalgie, le KIF, global, était à environ 51 sur 100, ce qui est un score de sévérité moyenne. Puisqu'on a des scores, 3 niveaux de scores, et 51 c'est pile dans la moyenne. Ce qui peut étonner, puisque la plupart du temps on pense que les fibromyalgies ce sont forcément des pathologies et des patients sévères. Vous allez voir que dans la vraie vie, ce n'est pas forcément toujours le cas. Alors le diagnostic est porté en majorité par des rhumatologues, donc c'est important quand on est rhumatologue de s'y intéresser, vu la fréquence de cette pathologie. Et je pense que ce qui est important, puisque les médecins ont du mal, je crois, à annoncer le diagnostic, que 47% des patients ont eu un soulagement d'avoir enfin un nom et pas d'être pris pour des gens avec des douleurs imaginaires ou des dépressifs. Les autres plus rares inquiétudes et perturbées, je pense que ça devait aussi dépendre de la qualité de l'annonce, parce qu'en effet, moi des fois j'ai des patients qui me rapportent qu'on leur a dit qu'ils avaient une fibromyalgie, qu'on ne savait pas d'où ça venait et qu'on ne savait pas traiter. Donc c'est sûr que si on donne ce type d'annonce, ça peut être inquiétant pour le patient. Alors les caractéristiques socio-professionnelles dans cette enquête de 4500 patients ont montré que plus de la moitié des personnes répondant au questionnaire étaient en activité professionnelle. Donc ça me semble très important à souligner qu'ils ne sont pas tous en arrêt. Alors ensuite, on a essayé de faire, comme je vous l'ai dit, des analyses pour savoir s'il y avait des facteurs de sévérité, avec des paramètres éventuellement indépendants, et on s'est rendu compte que le questionnaire d'impact de la fibromyalgie augmentait, ça veut dire que la pathologie était plus sévère quand les revenus étaient à 1 000 € par foyer, voire moins. Il augmentait de 2,3 sur 100 quand il y avait un temps partiel thérapeutique ou
et quand il y avait un sentiment d'injustice associé. On a été très étonnés par cette question qu'on a posée de façon un petit peu légère et on s'est rendu compte, vous allez voir tout à l'heure, que c'était très important. Donc les patients sont aggravés par certains facteurs, ces trois-là sortent de façon importante et statistiquement significative et quand il y avait des périodes de rémission, eh bien, le critère, le KIF, le questionnaire d'impact de la fibromyalgie, diminuait, ce qu'on peut attendre, heureusement, ça veut dire que les données sont propres. Alors, maintenant, pour passer à des associations rhumatisme inflammatoire et fibromyalgie qui sont toujours très à la mode, mais qui permettent d'avoir de plus en plus de données fines, eh bien, regardez, 10 à 17% de polyarthrite rhumatoïde sont associés à des fibromyalgies. Ça, les chiffres étaient connus, mais ce qui était intéressant, c'est qu'un des auteurs a présenté les résultats de ces patients. Eh bien, en général, ils sont plus sévères. Le DAS est plus élevé, ils ont plus d'articulations douloureuses inflammatoires, l'intensité de la douleur est plus élevée, ils ont plus de fatigue, plus de douleurs abdominales et plus de troubles de concentration. Je l'ai mentionné dans un focus à un autre moment, mais c'est aussi des patients qui répondent moins bien aux anti-TNF-alpha. Une belle étude sur 519 patients a été aussi présentée à l'EULAR, mais que j'ai présentée à un autre moment, montrant que c'est des patients qui répondaient moins bien aux anti-TNF-alpha. Pour les spondyloarthrites et la fibromyalgie, 17,5%, l'association est plus importante et là aussi des moins bonnes réponses aux anti-TNF-alpha. Alors, vous connaissez Theodore Pincus qui a beaucoup travaillé depuis longtemps sur polyarthrite rhumatoïde et qui s'est intéressé aux comorbidités de la polyarthrite rhumatoïde et qui a sorti un score, le score phase 3, qui est basé sur le HAQ, qu'on connaît tous, et qui permet en fait de comparer sur 287 patients en fait, si le diagnostic clinique est meilleur que le score phase 3. Et donc ce score phase 3, il est corrélé au critère ACR de la fibromyalgie. Alors, les rhumatologues qui ont fait les diagnostics, eh bien 10 parmi cette cohorte de 287 patients ont eu un diagnostic fait par les médecins d'association PR et fibromyalgie. Alors qu'avec le score phase 3, il était positif, ce qui veut dire qu'il y avait une fibromyalgie associée dans 61 patients. Ce qui veut dire que ce score phase 3 était détectait plus facilement une fibromyalgie que quand le rhumatologue faisait le diagnostic de façon clinique et avec sa routine habituelle. Donc ça, c'est intéressant à garder et éventuellement à utiliser ce score peut-être en France sur des patients français. Alors, des comorbidités de la fibromyalgie, donne notre grande enquête là sur 4500 patients. La comorbidité somatique la plus fréquente, c'était l'arthrose. Mais là, je me suis amusée, j'ai préféré vous parler des comorbidités psychologiques. Et donc, sur notre enquête, pratiquement un patient sur deux a une anxiété et ou une dépression. Et 77% un sentiment d'injustice. Et quand on a un peu détaillé les questions, 71% c'était une injustice en rapport avec la fibromyalgie. Donc je pense qu'il est vraiment important qu'on arrive à s'ajuster avec ces patients qui ont tendance à être, probablement à juste titre quand même, mal perçus, mal diagnostiqués et donc probablement aussi mal pris en charge. Et ça, c'était sur notre enquête en ligne. Et une étude mexicaine, présentée aussi à l'EULAR sur 410 patients, a montré à peu près les mêmes chiffres. Pratiquement une quarantaine de % de patients avec syndrome dépressif et ou troubles anxieux. C'était des auto-rapports par les patients. Alors maintenant, je voulais insister un petit peu sur fibromyalgie et travail en parlant de deux présentations. Donc l'une est en rapport avec notre travail, c'est-à-dire que sur les 4500 patients, nous en avons, on va dire, extrait 2217 qui étaient uniquement des femmes et qui ont été un peu analysées. Et on s'est rendu compte que sur ces 2217 patientes, plus de 50% étaient dans l'emploi, mais même si elles sont dans l'emploi actif temps plein ou à temps partiel, 67,4% s'arrêtent, ont des arrêts dans l'année qui précède l'enquête. Ces arrêts allaient de 33 jours à 122 jours, ce qui veut dire une fourchette quand même assez large. Et donc, même si les patientes sont dans l'emploi, il y a quand même beaucoup d'arrêts maladie. Et alors, on a essayé d'analyser ces motifs d'arrêt de travail et on s'est rendu compte de façon étonnante, ce qui n'était pas forcément rapporté dans la littérature, que ce n'était pas les symptômes
qui étaient en rapport avec les arrêts de travail, mais c'était les conditions de travail, notamment le temps de trajet, les difficultés au travail, les problèmes d'évolution professionnelle, le poste sédentaire avec des gestes répétitifs et le manque de reconnaissance par l'entourage professionnel. Donc, ces travaux ont été présentés, ont fait l'objet d'une thèse de médecine du travail et je crois que c'est important qu'on communique bien avec nos médecins du travail et qu'on puisse faire par exemple, proposer des visites de pré-reprise qui est peu connu pour aménager les postes et pour essayer de faire en sorte, quand c'est possible, bien sûr, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais quand c'est possible, d'aménager les conditions de travail. Alors, une enquête qui a été rapportée par une équipe du nord de l'Europe qui était aussi intéressante et qui a suivi sur 12 ans des patients souffrant de fibromyalgie. Donc en 2004, ces patients étaient rentrés dans un protocole thérapeutique et ensuite elles ont été suivies. Et les auteurs ont choisi de définir 4 catégories selon le pourcentage de temps de travail de ces patients. Donc la catégorie 0%, c'est-à-dire on ne travaille pas, 1 à 49% de temps de travail, 50 à 79% et 80 à 100%. Il restait 98 femmes à 12 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que le statut professionnel s'est amélioré dans la globalité. C'est-à-dire qu'à la visite initiale, 56% ne travaillaient pas. À 12 ans, ce n'était plus que 36%. Et à la visite initiale, pour celles qui travaillaient à 100%, qui étaient 10, qui travaillaient à temps plein, elles étaient 10%. Elles sont passées à 28%. Donc, il faut se rendre compte que la fibromyalgie, ce n'est pas forcément une pathologie qui se dégrade. Et d'ailleurs, Ernest Choi avait déjà fait un travail sur du long terme pour montrer que c'était stable dans le temps. Et là, on se rend compte que le statut professionnel peut même s'améliorer. Donc, je pense qu'il faut rester optimiste et soutenir ces patientes quand il y a un désir professionnel. Alors, je voulais vous rappeler quand même, il y a 1 an, ont été présentées les recommandations thérapeutiques de prise en charge de la fibromyalgie. Et après le diagnostic, vous avez ici l'information avec du matériel écrit. C'est important, il ne suffit pas de dire les choses. Et si insuffisant, exercice physique gradué. Donc vous voyez, les exercices physiques gradués passent avant les traitements, quand il n'y a pas de comorbidité associée, bien sûr, et sont donc très importants, et je souhaitais le redire ici. Et habituellement, on parle des exercices physiques aérobie, c'est-à-dire en général de la marche, de la gym douce, du vélo, par exemple de l'aquagym, ce genre de stratégie. Eh bien, alors j'ai voulu regarder un petit peu ce qu'avait rapporté Wang, qui s'est spécialisé dans l'exercice physique et fibromyalgie et qui a apporté une étude sur l'utilisation du tai chi par rapport à des exercices aérobie classiques. Et il a randomisé plusieurs groupes avec des durées de 12 à 24 semaines, en 1 ou 2 fois par semaine. Et il a regardé les résultats, qui étaient intéressants finalement, parce qu'on s'est rendu compte, si on regarde la colonne 1, où on a comparé globalement l'exercice physique et le tai chi, sur beaucoup, on va regarder la diapositive précédente, voilà, beaucoup de ces items s'améliorent. Et si on regarde sur la dernière colonne entourée en rouge, juste les exercices physiques 2 fois par semaine pendant 24 semaines versus le tai chi 2 fois par semaine et 24 semaines, on obtient des améliorations importantes, que ce soit pour le questionnaire d'impact de la fibromyalgie, que vous avez là écrit FIC révisé, hein, c'est la traduction anglaise, l'évaluation globale du patient, l'HAD dépression anxiété, l'auto-efficacité, le sommeil et aussi le SF36 au niveau physique. Donc c'est intéressant de s'interroger sur quel type en fait, d'activité physique peut être intéressante, et notamment je rappellerai qu'au cours de la gonarthrose, des essais du même type ont été faits, c'est-à-dire qu'en fait on a comparé l'exercice habituel qu'on fait dans la gonarthrose au tai chi, et les résultats étaient comparables sur certains paramètres, mais meilleurs pour le tai chi. Donc c'est des choses à méditer. Enfin, un dernier travail sur la satisfaction de faire de l'activité physique avec du renforcement progressif chez des 133 femmes qui ont été étudiées pendant 15 semaines. Le groupe contrôle était de la relaxation et les résultats montrent qu'en fait, il y a une meilleure satisfaction dans le groupe exercice physique par rapport à la relaxation, notamment sur l'impact des activités sur les symptômes,
sur les seuils de la douleur, parce que là c'est une étude qui a permis aussi de corréler ce qu'on appelle les quantitative sensory testing. Ce sont les seuils de la douleur que l'on teste en mettant le doigt dans le froid, dans le chaud ou à la pression mécanique. Donc c'est un reflet des seuils centraux de la douleur qui était donc meilleur avec l'exercice physique versus la relaxation et qui avait donc une meilleure amélioration ressentie par les patients. Donc vous voyez beaucoup de choses qui sont précisées dans ce congrès de l'EULAR, d'autres choses à la marge qui peut-être sortiront plus tard, mais on en parlera probablement après la CR. Bon, Françoise, merci beaucoup. Voilà, félicitations pour cette étude française qui est riche en enseignements. Tu nous as dit que c'était souvent les rhumatologues qui faisaient le diagnostic de fibromyalgie. Tu nous as dit que les patientes étaient améliorées par le seul fait qu'on leur annonce le diagnostic. Est-ce que tu as des conseils à donner aux rhumatologues pour faire la consultation d'annonce ou pour annoncer la fibromyalgie à une patiente? En effet, je pense que c'est une vraie consultation d'annonce, comme on a appris aux oncologues à le faire, c'est-à-dire que c'est une pathologie qui est tellement stigmatisée et amplifiée, dramatisée, que les patients ont peur d'avoir ce diagnostic-là, parce qu'ils ont entendu, lu, ils sont allés sur des blogs et ils ont vu et entendu beaucoup de choses. Donc la première chose, c'est de rassurer ces patients, en leur disant que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de lésion d'organes, et que donc c'est réversible et qu'on peut améliorer les choses. Et dans un deuxième temps, c'est vraiment mettre le patient dans une alliance avec le médecin pour pouvoir faire les travaux, on va dire, avancer ensemble. Parce que le patient ne peut pas être uniquement réceptacle de médicaments, puisque comme vous voyez dans les recommandations, les médicaments arrivent vraiment derrière. D'ailleurs, les études le montrent, il y a 30% de répondeurs et la réponse, elle est que de 30 à 50% si on regarde sur la douleur. Donc, il faut vraiment que le patient soit engagé, et engagé notamment à comprendre. Donc, il y a beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle l'éducation structurée. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une information, c'est une vraie information détaillée dans laquelle on explique les choses, on répond à toutes les questions, parce que les patients ont beaucoup de questions, et ensuite qu'on les met dans une dynamique de mouvement et de retrouver de l'activité physique. Alors, je mets un bémol, je sais qu'on va penser que c'est facile de dire ça chez un patient qui est complètement déconditionné. Il y a des moyens de reconditionner à l'effort des patients fibromyalgiques. Je dirais que pour commencer, quand on parlait d'activité physique, on a deux types de profils de patientes. On a la patiente qui a toujours été active et celle qui ne l'est pas du tout. Celle qui a été active, en général, elle a déjà des ressources. Donc, on va essayer d'amplifier ses ressources. Celle qui n'a jamais eu d'activité physique, je pense que le mieux, c'est déjà de la mettre dans une activité physique de balnéothérapie, par exemple, qui va permettre de reprendre une activité physique de façon vraiment douce et progressive. Ouais, merci. Tu nous as parlé de prise en charge de l'activité, du rôle de l'activité physique. Tu nous as parlé de l'importance de la profession et du travail de ces patients, de les maintenir au travail dans de bonnes conditions. Tu nous as pas parlé de traitements médicamenteux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveauté dans les traitements médicamenteux ou est-ce que tu considères qu'ils sont au second plan par rapport à toutes les mesures non médicamenteuses dans la prise en charge de la fibromyalgie? Donc dans les recommandations, c'est ce qui sort, il y a beaucoup de recommandations, il n'y a pas que les recommandations de l'EULAR là dont on a parlé, il y a des recommandations israéliennes, américaines, de l'American Pain Society, allemandes, et Tim a publié une synthèse de toutes ces recommandations en 2017 qui montre qu'en effet on est beaucoup plus sur le non médicamenteux. Le médicamenteux venant en soutien, en renfort, alors deux types de stratégies médicamenteuses, on va dire les traitements d'appoint et les traitements de fond. Les traitements de fond étant les psychotropes, antiépileptiques et antidépresseurs. Voilà, donc après ce sont des discussions, des décisions de mettre ces traitements en route s'il y a, on va dire, des comorbidités associées essentiellement. Donc sinon on est vraiment sur les traitements antalgiques un peu classiques, mais on va dire améliorés. Moi je vois que parmi les patients que je reçois, on peut toujours optimiser les traitements classiques, même de base. Une question juste toute chaude, quelle famille d'antidépresseurs privilégiés? Est-ce qu'il y a Alors, si, bien sûr, il y a des recommandations. C'est les antidépresseurs tricycliques, mais à petite dose. C'est pas commencer à 25 mg de laroxyl, c'est trop. Donc, c'est des petites doses en gouttes. On peut commencer par 5 mg. Et c'est les IRSNA, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, parce que c'est l'inhibition de la recapture de la noradrénaline qui est antalgique. Les IRS n'ont pas d'effet direct antalgique. Ils vont avoir un effet indirect par l'amélioration de la dépression.
D'accord. Et donc, dépression, voilà, peut nécessiter d'avoir un médecin du travail pour maintenir la patiente au travail ou optimiser les choses. Ça veut dire que la prise en charge doit être systématiquement multidisciplinaire? Pour toute douleur chronique, la prise en charge est obligatoirement multidisciplinaire et multiprofessionnelle. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Bon, merci, merci beaucoup. Donc il nous reste une vingtaine de minutes pour parler de la polyarthrite rhumatoïde. Alors voilà, on s'est mis à deux pour préparer les MCAP sur la polyarthrite rhumatoïde, le professeur René-Marc Flippot et moi-même, et on a essayé de sortir le meilleur, en commençant par voilà, un vieux médicament, mais qui reste un médicament central dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, le méthotrexate, et toujours la question de quelle est la dose initiale idéale pour optimiser la réponse thérapeutique au méthotrexate. Alors, on a une étude qui s'appelle l'étude RAMS, voilà, qui est une étude observationnelle multicentrique en Grande-Bretagne, qui concerne des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde établis, en moyenne 6 ans d'évolution, vous le voyez, chez qui on initie un traitement par méthotrexate. Et il y avait différentes doses qui étaient utilisées par nos collègues anglais de méthotrexate pour traiter les patients. Et ils sont focalisés sur voilà, 2 doses d'initiation, ce qu'ils ont appelé faible dose, moins de 7,5 mg par semaine, ou forte dose, plus de 15 mg par semaine, pour voir si ça faisait la différence en termes de réponse. La réponse était évaluée sur la réponse LAR à 6 mois. Et on essayait de prendre en compte par les scores de propension tout un tas de facteurs qui pouvaient conditionner la dose prescrite par le rhumatologue à l'initiation du traitement. Alors, vous le voyez, c'était essentiellement du méthotrexate par voie orale chez plus de 90% des patients. C'est des patients qui avaient une activité de polyarthrite rhumatoïde qui était modérée, en moyenne autour de 4. Et vous voyez que 50% des patients avaient des corticoïdes, ce qui va dans le sens des recommandations actuelles, mais peut-être des corticoïdes et une corticothérapie déjà sur une plus longue durée que celle qui est recommandée de 6 mois. Et puis certains patients, 15% des patients étaient traités en association. Alors vous voyez, la réponse en termes de DAS28 à 6 mois était meilleure chez les patients du groupe supérieur à 15 mg par rapport aux patients au groupe inférieur à 7,5 mg. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'il faut optimiser la dose initiale du méthotrexate. Et puis, d'autre part, si on classait les patients en termes de réponse LAR, vous voyez, réponse modérée ou bonne réponse, vous voyez que les patients du groupe méthotrexate à dose élevée, plus de 15 mg par semaine en initiation, étaient meilleurs répondeurs que les patients à faible dose, vous l'avez ici, avec un risque relatif, une probabilité de réponse qui était 50% supérieure chez les patients chez qui on initie le méthotrexate à dose élevée. Deuxième chose, voilà, deuxième préoccupation pour nous, les comorbidités, voilà, et le risque infectieux tumoral des traitements de fond synthétiques ou biologiques dans la polyarthrite rhumatoïde, avec des données qui sont issues du registre suédois que vous connaissez bien, cet registre qui nous a apporté beaucoup d'informations, voilà, notamment sur le risque coronarien ou cardiovasculaire, et qui a montré que la prise en charge optimale des patients avec des médicaments biologiques tels que les anti-TNF diminuait le risque cardiovasculaire. Cette fois-ci, ce travail concernait le risque de cancer et le risque de survenue de premiers cancers solides ou hématologiques sous traitement de fond biologique. Alors vous voyez que c'est des polyarthrites rhumatoïdes qui ont été incluses sur une dizaine d'années, traitées soit par traitement de fond synthétique, soit par traitement de fond biologique, souvent combiné à un traitement de fond synthétique. Vous voyez qu'il y a une représentation qui est bonne des différents traitements qu'on utilise aujourd'hui. Vous voyez qu'on est à plus de 10 000 patients traités par un premier anti-TNF, près de 4 000 patients traités par un deuxième anti-TNF, et puis on voit apparaître dans ces registres aujourd'hui les autres traitements biologiques de la polyarthrite rhumatoïde, que sont le rituximab, 3500 patients, l'abatacept, 2000 patients, le tocilizumab, à peu près 2000 patients. Ils avaient comme groupe contrôle 46 000 patients traités par traitement de fond synthétique. Vous voyez donc des effectifs importants et un suivi suffisant pour pouvoir dire quelque chose. Et vous avez ici le risque de cancer. Si c'est supérieur à 1, c'est qu'il y a une augmentation du risque. Et si jamais on est autour de 1, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation du risque. Et vous voyez que quel que soit le traitement de fond biologique qui soit évalué, on n'a pas noté d'augmentation du risque par rapport à des patients traités par traitement de fond synthétique simple dans ce registre suédois.
Deuxième question, et c'est une question qui est souvent difficile pour nous, c'est est-ce qu'on peut initier un traitement de fond biologique chez un patient qui a un antécédent de cancer solide ou de tumeur hématopoïétique. Ils ont essayé d'évaluer toujours dans ce registre, vous le voyez, avec 446 patients qui ont été identifiés. Ce registre suédois est très bien fait parce qu'il est croisé avec des registres des cancers et des registres en population générale, donc ils arrivent à récupérer un maximum d'informations. Ils ont identifié 446 patients qui avaient un antécédent de néoplasie avant l'initiation d'un premier anti-TNF. Ils l'ont apparié 1 pour 3 avec des patients qui avaient un antécédent de néoplasie mais qui n'étaient pas traités par anti-TNF. Les cancers étaient en rémission, il fallait au moins 6 mois avant d'initier le biologique. Le critère principal, c'était la récidive du cancer ou la découverte d'une métastase. Vous voyez que le délai moyen entre l'antécédent de cancer et l'initiation de l'anti-TNF, puisqu'on était focalisé ici sur les anti-TNF, était assez long. Vous savez qu'on a toujours cette période de recommandation de 5 ans qui vient des essais cliniques. Et vous voyez qu'ici, certainement, ils l'ont appliqué, ces médecins suédois, ces rhumatologues suédois, pour débuter le traitement anti-TNF, parce qu'en moyenne, on avait plus de 7 ans après le cancer, au moment de l'initiation de l'anti-TNF. Un suivi moyen qui est suffisant pour pouvoir dire quelque chose, vous le voyez, en moyenne 5 ans. Et puis, vous avez ici le résultat. Chez les 446 patients avec un antécédent de cancer mis sous anti-TNF, 30 récidives ou métastases. Chez les 1278 témoins, 89 récidives ou métastases. Vous voyez l'incidence en patients année, 14 ou 17 pour 1000 patients année. Et finalement, un risque relatif qui ne montre pas d'augmentation des récidives des patients traités par anti-TNF par rapport aux patients traités par traitement de fond synthétique. Mais toujours pareil, il faut être prudent sur l'interprétation de ces résultats et bien tenir compte qu'il y avait un long délai entre l'initiation de l'anti-TNF et l'antécédent de cancer. Quelques nouvelles concernant la modulation et le blocage de l'IL-6 via l'IL-6 récepteur avec le tocilizumab. Et une question qu'on se pose fréquemment chez nos patients qui vont bien, qu'on s'est déjà posé, on a déjà parlé à l'occasion de précédentes webcasts des immanquables. Pour les anti-TNF, est-ce qu'on peut arrêter le traitement de façon brutale? La réponse est globalement non, les patients rechutent, mais est-ce qu'on peut essayer d'espacer les injections d'anti-TNF ou les perfusions d'anti-TNF? La réponse était globalement oui. On peut arriver à le faire et c'est une des recommandations de l'EULAR, d'essayer, une fois qu'on a arrêté la corticothérapie générale, d'espacer ou de diminuer les doses d'anti-TNF. Vous avez ici les résultats d'une étude qui s'appelle TwoSpace, qui est une étude qui a évalué la possibilité d'espacement des injections de tocilizumab. C'était du tocilizumab sous-cutané comme on l'utilise dans la plupart des cas aujourd'hui, chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde en rémission. Vous le voyez, 400 polyarthrites rhumatoïdes, petit nombre de patients traités en monothérapie par tocilizumab, 74. La majorité des patients étaient traités par une combinaison avec un traitement de fond synthétique, essentiellement du méthotrexate. Vous voyez que le DAS à l'initiation du tocilizumab était important, un DAS à 6. Et vous avez ici les résultats de la première phase, qui est une phase totalement ouverte de cette étude, qui est la proportion de patients qui sont en rémission clinique à 20 ou 24 semaines, 20 semaines en bleu, 24 semaines en vert. Et vous voyez que globalement, 50% des patients sont en rémission après 6 mois lorsqu'on initie un traitement par tocilizumab. Donc là, rien de nouveau. La question, c'était qu'est-ce qui se passe si on espace l'injection et si on passe d'une injection hebdomadaire à une injection bi-hebdomadaire tous les 15 jours. Qu'est-ce qui se passe pratiquement 6 mois après cet espacement? Vous avez ici une première évaluation à très court terme après l'espacement, on ne peut rien en dire. Mais par contre, vous avez ici l'évaluation 6 mois après l'espacement et vous voyez que la majorité des patients qui gardent le schéma initial d'une injection de tocilizumab hebdomadaire restent en rémission et les 3/4 des patients qui étaient en rémission à deux reprises avant l'espacement et le passage à une injection tous les 15 jours, restent en rémission. Donc cette étude nous apporte l'information que comme avec les anti-TNF, il est vraisemblablement possible chez nos patients qui sont en rémission et en rémission prolongée d'espacer les injections de tocilizumab. Reste à savoir si c'est le bon espacement. Est-ce qu'il ne faut pas faire un espacement plus court et faire un espacement à 10 jours par exemple dans un premier temps et puis dans un second temps à 15 jours. D'autres études nous donneront la réponse à ces questions.
Enfin, beaucoup d'actualités sur les inhibiteurs de kinase. Voilà, je fais un focus sur 3 inhibiteurs de kinase, 2 qui vont nous concerner en tant que rhumatologue très prochainement, le tofacitinib et le baricitinib, un qui nous concernera vraisemblablement plus tard si le programme de développement du produit va au bout, le filgotinib. Alors vous le savez, voilà, il y a beaucoup d'inhibiteurs de kinase qui ont été évalués ou qui sont en cours d'évaluation dans la polyarthrite rhumatoïde. Premier inhibiteur de kinase, le tofacitinib, a eu une AMM aux États-Unis. Vous le savez, en 2012, la AMM n'avait pas été obtenue en Europe. Elle a été obtenue récemment. Un deuxième anti-inhibiteur de kinase, le baricitinib, a eu l'AMM en Europe fin 2016, alors qu'il n'a pas eu pour l'instant l'AMM en Amérique. Donc c'est un petit peu le miroir de ce qui s'était passé pour le tofacitinib. En tout cas, on l'aura en Europe et on l'aura en France. Alors on aura ces 2 produits, mais vous savez que l'inhibition de kinase et des voies de signalisation intracellulaire est parfois complexe à comprendre, mais pour faire simple, en inhibant ces molécules de signalisation intracellulaire, en fait on inhibe les cytokines, on les inhibe en coupant le couplage entre le récepteur membranaire et le noyau des cellules qui commande la production de cytokines inflammatoires et l'activation de différentes cellules de l'immunité. On a, vous le savez, 4 JAK, en fait 3 JAK et un TYK qu'on peut inhiber, et les inhibiteurs de kinase actuels sont des inhibiteurs de kinase qui bloquent préférentiellement JAK1 et JAK3, JAK1 et JAK2, et pour le plus récent, celui dont je vais vous présenter les résultats, un inhibiteur préférentiel de JAK1. Avec, vous le voyez, une action sur les voies de signalisation de récepteurs de l'IL6, de l'IL2 et de l'interféron pour l'immunité à médiation cellulaire, et aussi de l'IL12 et de l'IL23, ce qui explique très vraisemblablement une partie de l'efficacité de ces inhibiteurs de kinase dans d'autres maladies comme le rhumatisme psoriasique. Alors premier focus, les résultats du filgotinib, donc un inhibiteur sélectif de JAK1. Vous le voyez, 2 études, Darwin 1 et Darwin 2. 2 études qui concernent des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde en réponse inadéquate au méthotrexate avec dose de méthotrexate de 15 à 25 mg par semaine. Ce sont des polyarthrites rhumatoïdes établies avec 8 à 9 ans d'évolution, des polyarthrites rhumatoïdes actives avec un DAS28 CRP à 6, donc c'est un DAS28 qui est assez élevé. Une corticothérapie orale en fonction des études chez 55 à 71% des patients. Première étude, comparaison de la combinaison du filgotinib au méthotrexate. On garde le méthotrexate, on rajoute le filgotinib avec 3 doses qui sont évaluées, 50, 100 ou 200 mg par jour. Deuxième étude, le filgotinib en monothérapie chez 283 patients avec les mêmes doses, et la comparaison toujours au placebo avec un critère principal qui est le critère ACR20 à 12 semaines. Ce focus qui était fait à l'EULAR, cette présentation de l'EULAR était centrée sur l'idée d'une analyse stratifiée en fonction du niveau de CRP initial. Est-ce qu'on a la même efficacité chez les patients qui ont une inflammation biologique marquée par rapport aux patients qui ont une inflammation biologique moins marquée? Alors voilà les résultats de ces 2 études. L'étude de combinaison du filgotinib au méthotrexate, étude de Darwin 1. Vous voyez que vous avez ici les résultats du placebo et puis les 3 doses de filgotinib avec 2 doses qui sont significativement supérieures au placebo, les doses de 100 mg par jour et de 200 mg par jour. Vous avez ici les résultats de l'étude Darwin 2 sur le filgotinib en monothérapie comparé au placebo, et vous voyez que cette fois-ci les 3 doses ont montré une efficacité supérieure à celle du placebo. Donc le ciblage sélectif de JAK1 est actif sur le versant clinique dans la polyarthrite rhumatoïde en réponse inadéquate au méthotrexate. Si on regarde maintenant l'analyse stratifiée en fonction du niveau d'inflammation mesuré par la CRP, inférieur ou supérieur à 9 mg par litre, CRP basse ou CRP élevée, vous voyez que les résultats sont comparables et on a une efficacité qui est démontrée sur ces 2 groupes de patients. Donc potentiellement un nouvel inhibiteur de kinase à venir dans la polyarthrite rhumatoïde. Pour ce qui concerne l'inhibiteur de kinase actuel, ce qu'on va utiliser dans les mois, années à venir, des données qui concernent le tofacitinib, avec une étude qui était assez attendue, qui est l'étude Oral Stratégie, qui est une étude de non-infériorité contrôlée du tofacitinib comparé à l'adalimumab.
Donc c'est du tofacitinib qui est utilisé à combiner au méthotrexate ou en monothérapie chez des patients qui sont en réponse inadéquate au méthotrexate. Durée d'évolution, toujours pareil, polyarthrite rhumatoïde établie, DAS 28 VS, vous le voyez élevé, 6,5. Des patients qui ont une dose de méthotrexate qui est satisfaisante, plus de 15 mg par semaine, une corticothérapie orale à moins de 10 mg par jour, c'est 57% des patients. Et 3 bras dans cette étude, le tofacitinib à 5 mg 2 fois par jour, qui sera la dose d'AMM en monothérapie, le tofacitinib 5 mg 2 fois par jour combiné au méthotrexate, et puis le comparateur actif, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans les études sur la polyarthrite rhumatoïde, d'avoir des études qui mesurent les performances de nos produits aux anti-TNF. Le comparateur actif ici, c'était l'adalimumab, combiné bien sûr au méthotrexate, avec comme critère principal la CR50 à 6 mois. Et vous voyez, étude donc de non-infériorité, vous avez la proportion ici de patients répondeurs à CR20, à CR50 ou à CR70, voilà, traités par tofacitinib en monothérapie en vert, tofacitinib combiné au méthotrexate en bleu ou adalimumab au méthotrexate. Et vous voyez tout de suite visuellement, ici c'est le critère principal, que la combinaison du tofacitinib au méthotrexate fait jeu égal avec la combinaison de l'adalimumab au méthotrexate en termes de réponse, que ce soit la CR20, 50 ou 70. Si maintenant on regarde les résultats du point de vue statistique, c'était une étude de non-infériorité. La non-infériorité est démontrée uniquement pour un bras, non-infériorité du tofacitinib en association au méthotrexate comparativement à l'adalimumab au méthotrexate. Mais vous avez vu, les résultats sont quand même très proches, même quand la non-infériorité statistique n'est pas démontrée, les résultats sont quand même très proches, y compris pour le tofacitinib en monothérapie. En termes d'événements indésirables graves, il n'y a pas eu de surprise. Vous avez ici la proportion de patients qui ont fait des événements indésirables qualifiés de graves, des événements de nature infectieuse, 2,7% et 1,6% dans les bras tofacitinib monothérapie ou combinaison par rapport à 1,6% des patients sous adalimumab et méthotrexate. Quelques cas de zona avec une incidence des zonas qui était assez faible dans cette étude, autour de 2%. Et puis 2 cas de tuberculose sous tofacitinib et méthotrexate. Il faudra faire attention, comme avec les biologiques, avec les inhibiteurs de kinase en termes de risque infectieux de tuberculose. Quelques nouvelles concernant le baricitinib. Vous savez que c'est le deuxième inhibiteur de kinase qu'on va avoir à notre disposition. Il inhibe préférentiellement JAK1 et JAK2. Le programme de développement du baricitinib a concerné des patients naïfs de traitement de fonds synthétiques en réponse inadéquate au méthotrexate, en réponse inadéquate à des traitements de fonds synthétiques dont le méthotrexate ou en réponse inadéquate aux anti-TNF. Et l'analyse qui était présentée au cours du congrès de l'EULAR concernait le maintien de l'efficacité du baricitinib à long terme dans la phase d'extension ouverte de ces études. Vous avez ici le maintien de la réponse chez les patients qui étaient naïfs de traitement de fond. Vous voyez que la réponse se maintient avec ici un recul jusqu'à 2 ans. Pour les patients en réponse inadéquate au méthotrexate, on a aussi un maintien de la réponse obtenue initialement avec le baricitinib. Et puis pour les deux autres études, voilà, toujours chez les patients en échec de traitement de fond synthétique, une réponse qui se maintient. Et chez les patients qui étaient inclus initialement en échec d'un traitement anti-TNF, ici, là aussi, une réponse qui est quantitativement moins bonne que les patients naïfs de biologiques, mais une réponse qui se maintient dans le temps. Donc très clairement, on va disposer d'une nouvelle classe thérapeutique pour nos patients atteints de polyarthrite rhumatoïde dans les mois, années à venir, avec une efficacité qui fait jeu égal avec celle des anti-TNF. Je crois que j'ai terminé. On n'a plus trop le temps pour les questions parce qu'on va pas. Voilà, moi, est-ce que si vous avez une question, je peux sur la polyarthrite rhumatoïde, je peux essayer d'y répondre. J'en ai quelques-unes rapidement. Allez, on prend une minute. On prend une minute. Le risque cancéreux et les biologiques, est-ce qu'il y a eu une étude en fonction du type d'anti-TNF? Oui. Où ils ont mis. Oui, ils ont essayé. Voilà, ils ont essayé de. Voilà, ils ont essayé. Alors, bien sûr, tu as vu que les effectifs étaient assez importants, mais voilà, il y a une analyse qui a été faite en fonction de l'anti-TNF, notamment en comparaison anticorps monoclonaux et protéines fusion et le récepteur, et il n'y a aucun signal qui apparaît. Donc on est bien rassuré. Oui, on est notamment relativement rassuré, notamment vis-à-vis de données qu'on a pu avoir il y a une dizaine d'années, notamment issues du registre ratio, qui mettait peut-être en évidence les différences entre les monoclonaux
clonaux et les protéines de fusion. Ça ne ressort pas dans ces études de cohorte et dans ces registres. Ils ont mis les cancers solides et les lymphomes ensemble, ils n'ont pas Voilà, fait ils ont aussi essayé, une étude séparée. ils ont essayé d'analyser séparément et d'analyser aussi les différents types de cancers les plus fréquents, les cancers gynécologiques chez la femme, le poumon, le côlon, aucune différence qui sorte, aucun signal qui sorte. Bon. Une autre question pour le docilizumab et l'espacement des injections. Bon, on peut espacer tous les 15 jours. Et pourquoi pas après toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une stratégie possible? Ça on l'avait pas. Voilà, on n'avait pas ces données-là puisque là c'était une étude et le schéma c'était on espace à tous les 15 jours. Voilà, mais très clairement et notamment travail fait par Bruno Fautrel sur les stratégies d'espacement des anti-TNF et maintenant des autres biologiques va nous donner des réponses là-dessus. Mais très certainement qu'on peut aller au-delà. Dans notre expérience clinique de praticien, on essaye d'espacer au départ d'une semaine à 10 jours, de 10 jours à 15 jours. Et puis ensuite, quand on est à 15 jours, chez un patient qui est en bas niveau d'activité ou rémission prolongée, on essaye de passer à 3 semaines. Et très souvent, on se rend compte qu'on arrive à un seuil à partir duquel le patient, avant l'injection, nous rapporte la réapparition de douleurs articulaires, de gonflements articulaires, et souvent on se retrouve avec un seuil qui est expliqué tout simplement par la relation effet-dose. Et ce dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est que bien sûr, quand on espace, on a une concentration résiduelle de biologique qui devient plus insuffisante pour arriver à contrôler les acteurs de l'inflammation. Et donc, on peut arriver à définir des seuils qui sont individuels et pour l'instant qu'on ne sait pas prédire. Très bien, merci. Bon, merci à toutes et tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce webcast. Encore merci à Françoise et à Eric. C'était un plaisir d'aborder des sujets très variés. Il y a eu une webcast il y a 2 jours, elle est disponible sur rhumato.net. Celle de ce soir, si vous voulez la revoir, parce que vous voulez nous revoir, vous pourrez le faire à partir de demain. Et puis surtout, n'oubliez pas la webcast de jeudi, après-demain, 20h. Rendez-vous sur rhumato.net pour une webcast qui sera consacrée aux biosimilaires et à la polyarthrite rhumatoïde encore, mais aussi aux spondyloarthrites, rhumatisme psoriasique, spondylarthrite axiale, et qui sera co-animée par René-Marc Flippo, Hubert Marotte et Tao Femme. Bonne soirée.